Entre nous. Entre nous, Le podcast pour parler de sexualité. Par vous, avec vous. pour vous. Bonjour, bienvenue dans le 30e épisode du podcast Entre nous, le podcast du Lovell Center, le premier centre européen dédié au bien-être et au plaisir et à la sexualité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de vaginisme avec Mam. Bienvenue. Merci Olivier pour ton invitation, je suis heureuse d'être là. Je m'appelle Mam, je suis coach et thérapeute spécialisée dans l'accompagnement en guérison du vaginisme et ma mission c'est d'aider les femmes qui souffrent de vaginisme à guérir et avoir une sexualité plus épanouie sans peur ni douleur. Et nous avons aussi au micro Alain et Isabelle. Isabelle et Alain. Bonjour, je suis Isabelle Chapuis, photographe. Mon travail se déploie de la photographie artistique à la photographie thérapeutique et je travaille principalement autour du corps et notamment sur des questions de sexualité. Je m'appelle Alain, je suis informaticien, je suis sexologue bientôt et je suis aussi thérapeute social. Et je suis invité aujourd'hui par Olivier et Mam à participer à ce podcast. Je les remercie beaucoup. Alors le sujet, il est vaste et passionnant, à nouveau. Et on fera beaucoup de liens, entre autres entre hommes et femmes, vous allez voir ça. Et donc, on va certainement enregistrer 2 podcasts. Alors, bienvenue dans l'épisode numéro 1. Et nous allons commencer, comme d'habitude, avec l'intention. Alors, Mam, est-ce que tu pourrais nous partager ton intention en enregistrant ce podcast ? Qu'est-ce qui t'habite et qu'est-ce qui t'amène à venir enregistrer ce podcast ? La première déjà c'est le plaisir de partager sur ces thématiques qui me tient à cœur et je suis toujours hyper contente de pouvoir en parler. Pour lever le voile déjà sur ce sujet qui reste aujourd'hui très tabou. On n'en parle pas beaucoup et j'aimerais qu'on en parle davantage pour justement que les femmes qui en souffrent se sentent moins seules et incomprises face à cette thématique. L'intention, c'était aussi de donner un message d'espoir aux femmes qui en souffrent pour leur dire que c'est possible d'en guérir parce que moi-même j'en ai souffert il y a quelques années. Et voilà, donc c'est vraiment cette envie de partager, lever le voile sur le tabou et donner un message d'espoir. Et comme tu le disais aussi dans la préparation du podcast qui a été très bref, parce qu'il y a tellement de thématiques et on travaille tellement avec passion qu'en fait, ce podcast c'est presque une improvisation totale. On parlait d'endométriose, puisqu'en fait, effectivement, le vaginisme, parfois connu malgré tout, est tabou, un peu comme l'a été l'endométriose. Et quelque part, les démarches de l'un et de l'autre peuvent aider, en fait. Deuxième question, quelle est ta vision actuelle de la sexualité ? Très bonne question et c'est bien que tu précises actuel parce que du coup j'ai une vision de la sexualité qui est aujourd'hui complètement différente de celle que j'avais il y a quelques années et aujourd'hui moi je considère la sexualité au cœur du vivant, donc quelque chose qui va vraiment se connecter au vivant et apporter plus de légèreté, plus de joie, de fun et surtout dans une démarche de recevoir, de donner et de partager. Alors tout d'abord, on va expliquer ce qu'est le vaginisme. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ? Alors le vaginisme, c'est un trouble sexuel féminin qui se caractérise par des contractions involontaires et répétées des muscles du plancher pelvien. Et c'est d'ailleurs ce qui rend la pénétration très douloureuse, voire impossible. Donc concrètement, ce sont des femmes qui vont pas arriver à avoir des rapports sexuels avec pénétration avec leur conjoint parce que c'est très douloureux, très inconfortable et elles ressentent beaucoup d'angoisse par rapport à l'idée de se faire pénétrer. On peut également le constater même avec la pénétration d'un doigt, d'un sextoy, d'un spéculum, même une consultation gynécologue peut être impossible parce que la femme souffre de vaginisme et même l'utilisation de tampons ou de cups menstruels pendant les règles. Donc c'est vraiment des situations qui vont impacter les femmes dans leur vie en général, autant sur le plan sexuel, mais également pendant les règles, une consultation chez la gynécologue. Et du coup, ça peut être très freinant dans la vie en général. Et c'est vrai que pour les gens qui ne souffrent pas de vaginisme, qui est donc l'impossibilité quelque part de pénétration, on peut peut-être penser à ce que c'est quand on se met dans des situations plus délicates, comme par exemple une consultation gynécologique où on ne se sent pas à l'aise, où on n'a pas envie nécessairement, où quelque part la pénétration est difficile, douloureuse, en tout cas elle n'est pas aussi simple et évidente que lors d'un rapport désiré. Et donc voilà, le degré de compréhension du vaginisme, je pense que toutes les femmes peuvent s'imaginer ce que c'est. Et c'est différent aussi de la dyspareunie. Donc la dyspareunie, c'est une douleur, c'est la douleur
à la pénétration, une douleur sexuelle à la pénétration. Mais par contre, on peut souffrir de vaginisme sans douleur. Donc parfois, dyspareunie, c'est-à-dire douleur, est combinée au vaginisme, mais parfois c'est deux choses différentes. Et le vaginisme, c'est simplement l'impossibilité de pénétration et il n'y a aucune douleur associée en fait. Simplement que c'est fermé, que pour des raisons physiques et psychiques, l'introduction de quelque chose dans le vagin est impossible. Je suis d'accord avec toi, mais je pense que cette notion de douleur, elle est quand même souvent présente parce que comme la pénétration de quelque chose est impossible, qu'est-ce qui fait que c'est impossible? Parce qu'il y a de la peur et du coup de la fuite. Et en fait, c'est un peu comme un cercle vicieux. Donc c'est la douleur qui va créer la fuite et du coup la fuite, l'impossibilité d'avoir des pénétrations. Et souvent quand on interroge ces femmes, les deux mots qui reviennent souvent, c'est douleur et peur. Donc c'est vraiment la douleur qui crée la peur qui nourrit la douleur. Enfin, c'est vraiment un cercle vicieux. Je le vois plutôt comme ça. Olivier, tu viens de dissocier la douleur du vaginisme. Je suis très surprise, du coup, est-ce qu'il est réellement possible de souffrir de vaginisme sans douleur? Pour moi, non, parce que c'est vraiment le mot qui revient toujours, c'est j'ai peur de la douleur d'ailleurs, c'est cette phrase-là. Parce que justement, s'il n'y avait pas de douleur, il n'y aurait pas cette peur. C'est vraiment c'est cette douleur qui nourrit cette peur. Donc pour moi, c'est vraiment un cercle douleur, peur, peur, douleur. Donc souffrir de vaginisme sans douleur, personnellement, j'en ai jamais rencontré. Et pour moi, c'est vraiment cette douleur qui est au cœur de la problématique et qui crée cette peur du coup d'être pénétré parce qu'on a peur d'avoir mal. Et aussi, le vaginisme peut être qualifié de primaire s'il a toujours été présent dans la vie sexuelle d'une personne avec un partenaire, ou bien, on va dire, secondaire, dans le sens où elle arrive à un moment de la vie de la personne, plus tardivement, suite à des événements de vie, à des problèmes physiques ou relationnels, et donc le vaginisme peut apparaître aussi, avec des degrés différents, effectivement. Pour certaines personnes, c'est vraiment une impossibilité totale, c'est la définition du vaginisme, et puis, quelque part, une pénétration qui est douloureuse possible, et là on va plus parler de dyspareunie, c'est pour ça qu'on parle des deux. Dans l'absolu, les deux peuvent être distincts, mais effectivement ils sont souvent associés et contigus, c'est pour ça que c'est important de le mentionner. Je suis d'accord avec toi. Effectivement, dans le vaginisme, il faut vraiment définir les types et les formes. Donc il y a deux grandes catégories de vaginisme. Il y a le vaginisme primaire, comme ce que tu as expliqué, ça intervient au tout début de la vie sexuelle. Donc une jeune femme qui débute sa vie sexuelle et qui se rend compte que avec son copain, son chéri, son partenaire, les rapports sont pas possibles. Elle ressent de vives douleurs et vraiment un mouvement de fuite. Elle se referme sur elle-même à chaque tentative de pénétration. Donc ça, c'est le vaginisme primaire. Et le vaginisme secondaire, un vaginisme qui intervient après une vie sexuelle où il y a eu déjà des pénétrations qui se sont bien passées. Et puis subitement, et comme tu l'as dit, suite à un événement, un deuil, une séparation douloureuse, un accouchement qui s'est mal passé, qui a été traumatisant, la femme, elle se referme. Et souvent, c'est d'ordre psychologique suite à un trauma. Donc c'est important de savoir que ça peut arriver, du coup, finalement, à chaque femme, c'est pas quelque chose avec lequel on est, parce qu'on pose des fois la question, est-ce qu'on est avec, est-ce qu'on peut en souffrir plus tard? Oui. Et aussi, il y a les types, il y a le vaginisme total, donc impossibilité d'insérer quoi que ce soit, donc il y a vraiment un mur, même un coton-tige ne rentre pas, donc c'est celui que moi j'ai eu. Et le vaginisme partiel, où là, ça va fonctionner peut-être une fois sur 5. Des fois, on a des pénétrations, et puis d'autres fois, on essaie et ça fonctionne pas. Ou bien on peut insérer un tampon, mais on n'arrive pas à avoir des rapports sexuels avec pénétration. Donc c'est vraiment variable et ça dépend aussi de l'histoire de chaque femme et de son vécu. J'ai une question pour toi. Est-ce qu'il est possible que des femmes aient du vaginisme avec certains partenaires et pas avec d'autres? Oui, tout à fait. J'ai déjà rencontré des cas comme ça. Donc des femmes qui avaient un vaginisme avec un partenaire et dès lors qu'elles changeaient de partenaire avec le suivant, ça se passe super bien. Donc effectivement, ça arrive. Dans des cas comme ça, souvent, moi, ce que j'ai relevé, c'était des femmes qui étaient dans des relations toxiques, donc pas en confiance avec le partenaire avec lequel ça fonctionne pas. Et dès lors qu'elles rencontrent quelqu'un de plus doux, de plus attentionné, qui a peut-être une approche de la sexualité qui est plus en cohérence avec elles, ce qu'elles ont envie, peut-être plus de douceur ou autre chose. Et là, il y a quelque chose qui se passe et se sentent vraiment dans un espace plus safe, parce qu'effectivement, le vaginisme, ce qui va vraiment contribuer à ce que la femme le libère, c'est de se sentir en confiance dans un espace safe pour elle, pour s'ouvrir en fait. Parce que là, on parle de fermeture, de contraction, et donc c'est d'aller rechercher
tout ce qui va contribuer à l'ouverture et donc cette sécurité, et, peut-être une relation où elle est plus en cohérence avec elle-même. Aussi, on peut imaginer, de par les échanges que j'ai pu avoir dans beaucoup de consultations, que parfois, c'est aussi une question d'appréhension du sexe masculin. Par exemple, le Kama Sutra donne 3 catégories de sexe, masculin, féminin, on va dire de small, medium, large, bon, il donne des noms d'animaux que je ne mémorise pas. Et la même chose pour la femme, small, medium, large. C'est quelque part du bon sens, mais c'est vrai qu'un vagin qui serait de petite taille, et de nouveau, comment définir la taille? On peut parler de diamètre, longueur, mais c'est beaucoup plus complexe que ça parce que c'est un volume en 3D qui n'est pas juste cylindrique. Mais évidemment, un vagin de petite taille par rapport à un sexe de très grande taille, naturellement, c'est pas qu'on a un problème de vaginisme ou qu'on a une défaillance, ou c'est juste que ça peut faire peur et se dire comment c'est possible, parce que physiologiquement, c'est possible que ça soit très très difficile d'avoir une pénétration si le sexe masculin peut être en proportion très grande. Et donc, des femmes très expérimentées m'ont déjà partagé, ben voilà, j'ai vu un sexe qui est vraiment beaucoup plus grand que la normale, et je me suis dit, mais ça passera jamais, quoi. Alors peut-être que ça passera. Certaines fois, elles ont dit, ah, en me détendant et en attendant le plaisir, c'est passé naturellement, mais je savais pas que mon corps était capable, ou que ça sortait du type d'expérience que je m'étais déjà permise, ou de partenaire. Et donc voilà, il y a cette appréhension parfois qui peut arriver aussi lors des premiers rapports, et qu'on découvre le sexe masculin pour une femme, et puis de se dire, est-ce que ça passera? Comment fonctionne mon corps? Est-ce qu'il est suffisamment élastique, flexible, ou est-ce qu'il va recevoir ceci? C'est aussi psychologique, hein. Mais cette taille de sexe, il faut être logique, c'est vrai qu'elle intervient. Et comme le sexe féminin intérieur, si on parle du vagin, la partie vaginale, est pas visible et peu connue, la femme a du mal aussi à se rendre compte, tout comme l'homme. L'homme, parfois, il a l'impression il peut pénétrer n'importe quelle femme, mais peut-être pas aussi évidemment qu'il imagine. Et pour la femme qui n'a pas conscience de comment fonctionne son sexe au repos, en érection, sous désir, et qu'est-ce qu'il est capable de faire, et quelle est sa physiologie, elle peut avoir beaucoup de questionnements et de doutes par rapport à elle-même. Et là, si on doute dans la tête, effectivement, on sait que le corps va certainement se limiter, en fait, ou être bloqué dans sa pleine expression. Tout à fait. C'est exactement ça. D'ailleurs, l'une des causes du vaginisme, j'en parle dans mon travail, c'est la méconnaissance de son propre corps et de celui du conjoint. Donc moi, je sens souvent chez ces femmes une vision complètement erronée de la réalité. Donc des femmes qui vont me dire, moi, mon vagin, c'est un point, c'est tout petit, il est rigide, c'est tout noir à l'intérieur. Donc elles ont vraiment une vision complètement différente de la réalité. Et du coup aussi, ça fausse le rapport entre la taille du pénis qu'elles vont voir du coup comme énorme par rapport à un petit trou. C'est super intéressant que tu parles de ça parce que chez la majorité des femmes, moi, que j'ai rencontrées qui ont du vaginisme, il y a toujours cette appréhension et cette vision vraiment erronée du sexe masculin qui est énorme par rapport à un tout petit trou parce que justement, elles n'ont pas cette conscience de la forme du vagin, de sa contenance, de comment c'est fait. Je pense qu'il y a vraiment une démarche très intéressante d'aller connaître son corps, se le réapproprier, se l'imaginer, pouvoir regarder des planches anatomiques et vraiment savoir comment c'est fait à l'intérieur pour avoir moins peur, parce que du coup, l'inconnu crée cette peur-là. Quand on a moins peur, on est plus à l'aise et puis on se dit, mais finalement, physiologiquement, c'est possible. Et du coup, une fusion peut être possible des deux sexes. J'ai cité une des premières causes qui, pour moi, est vraiment très majoritaire. On retrouve chez beaucoup de femmes. Il y a aussi une deuxième cause qui revient souvent, c'est le fait d'avoir eu une éducation très stricte par rapport à la sexualité, où il n'y a pas eu de place pour parler de sexualité, par exemple avec ses parents, ou bien il y a eu une peinture négative qui a été posée sur la sexualité, comme moi j'ai pu la voir, où c'était quelque chose de pas bien, de sale, et du coup toute cette vision-là va créer comme des croyances limitantes qu'on peut développer autour de la notion du plaisir, de la sexualité, des rapports sexuels, des rapports même hommes-femmes. Vraiment cette vision de se dire quel type d'éducation j'ai reçu, qu'est-ce que j'ai entendu de mes parents, de la société, et d'aller regarder ça et qu'est-ce que ça crée aujourd'hui comme conséquence dans ma sexualité. Regardez ce point. La troisième cause qu'on voit aussi, c'est souvent malheureusement des femmes qui ont vécu des viols, des abus, des attouchements, et qui ont développé à la suite de ces événements-là un traumatisme et donc ils sont complètement fermés au rapport sexuel parce qu'il y aura toujours quelque chose qui va venir comme déclencher un événement douloureux qu'elles ont vécu dans le passé et qui n'a pas été réglé. Donc principalement, moi je vais rester sur ces 3 causes, mais il y en a plein. En fonction de l'histoire de chaque femme, on peut aller même dans du vaginisme transgénérationnel, donc qui vient de beaucoup plus loin,
Si on a une maman, une grand-mère qui l'a eu et du coup que ça descend dans la lignée de femmes. On peut aussi souligner les relations toxiques dans le couple quand il y a une domination et du coup ça crée aussi du vaginisme parce que la femme elle se sent pas sécure. Il faut vraiment aller regarder en fonction de chaque femme son histoire, mais principalement ces 3 causes, on les retrouve beaucoup chez les femmes. Mam, tu mentionnes principalement des traumatismes, des conditionnements, et du coup qui ensuite découlent sur un problème physique. Est-ce qu'on peut prendre aussi les choses dans le sens inverse? Est-ce qu'il est possible de naître avec quelque chose, une malformation, en tout cas physiquement, quelque chose qui impacte très mécaniquement la pénétration? Tout à fait. Effectivement, il y a des causes physiques. Donc là, j'ai partagé des causes plutôt psychologiques. Et dans le cas du vaginisme, on peut retrouver des causes physiques qui sont plus rares. Je l'avoue, sur toutes les femmes que j'ai eues, il y avait très peu de femmes qui avaient des causes physiques, mais on les retrouve, en l'occurrence, par exemple, chez des femmes qui ont un utérus rétroversé. Et qui fait que dans tous les cas, la pénétration physiquement, en fait, est très, très compliquée. Donc, il y a tout un travail au niveau du bassin pour remettre les choses en place. Donc, ça, c'est souvent des ostéos qui s'occupent de ça. Et ou bien des femmes qui, naturellement, ne lubrifient pas. Donc, il y a une sécheresse au niveau des parois du vagin, enfin, qu'il n'y a pas de lubrification. Pour elles, c'est aussi un facteur qui peut déclencher les douleurs. Donc oui, effectivement, dans le vaginisme, il peut y avoir des causes physiques, mais c'est assez rare. Mais ça peut arriver que les femmes aient des causes physiques et en plus des causes psychologiques. Mais souvent, c'est vrai que le plus gros du travail, ce sera un travail au niveau intérieur. Parmi toutes les femmes que tu as reçues et que tu as soignées certainement, quelle est la vision de leur partenaire du vaginisme? Très bonne question. Plusieurs cas de figure. Il y a des hommes qui sont complètement déconnectés de la problématique, qui se disent que c'est pas eux qui ont un problème, donc c'est leur conjointe, et du coup qui vont lui dire va te soigner et tu reviendras quand ce sera réglé. Donc pour eux, ils sont complètement déconnectés. Pour eux, c'est leur femme qui a un problème. Et après, on peut retrouver des hommes qui sont très soutenants, qui le vivent vraiment comme une expérience du couple et qui cherchent ensemble des solutions. Donc, ils vont aller consulter à 2, où il y a le conjoint qui cherche de l'information sur Internet pour sa chérie. Moi, j'ai déjà eu des hommes qui m'ont contacté pour leur femme et je trouve cette démarche très belle. Et après, on peut trouver aussi des hommes qui sont complètement en panique de la situation et du coup qui restent dans le silence. Alors ça ne veut pas dire que ça ne les touche pas, mais c'est juste qu'ils sont complètement dépassés par ce qui se passe. Ils sont beaucoup en recul. Donc la vision, c'est vraiment ces 3 catégories qu'on peut retrouver. Mais moi, ce que je dis toujours, c'est que pour l'homme, en tout cas, c'est aussi un choc parce qu'il ne s'imaginait pas que c'était possible. Souvent, les hommes, tout comme la femme, ils se rendent compte, ah ouais, il y a cette problématique qui existe, j'ai jamais eu de partenaire qui avait ce souci, comment on fait? Ou bien comment elle va faire, et peut-être des hommes qui partent aussi, malheureusement, à cause de ça, parce qu'ils se disent « j'ai pas le temps » ou « j'ai pas envie d'accompagner une femme dans cette thématique », ou bien d'autres hommes qui disent « on va ensemble trouver des solutions ». Et voilà, donc c'est vraiment très différent en fonction de chaque situation. Aurais-tu un message à passer aux hommes? Oh oui. Ou plusieurs? Le premier message, c'est de vraiment prendre conscience que l'homme dans le vaginisme, c'est vraiment un allié pour la femme et que c'est vraiment quelqu'un qui doit être là, en tout cas en soutien. Parce que la femme, quand elle souffre de vaginisme, c'est difficile pour elle de tout porter parce que déjà, elle ressent une énorme culpabilité de « à cause de moi, ça ne fonctionne pas, on n'arrive pas avec mon chéri de vivre de la fusion, de faire l'amour ». Donc, de vraiment la soutenir par rapport à ça et de ne pas la rendre coupable de la situation parce qu'en fait, il n'y a pas de culpabilité à avoir par rapport à ça. Donc, de se considérer comme un allié, de la soutenir, d'essayer de créer aussi autour d'elle et pendant les moments intimes un espace safe où elle peut se poser déjà, se déposer et s'ouvrir. Mais l'homme comme une ressource Oui. supplémentaire, précieuse. Tout à fait. Pour moi, c'est vraiment une ressource très précieuse et parce que là, on parle de sexualité. Donc, c'est aussi l'histoire, le vaginisme, c'est aussi l'histoire d'un couple, en tout cas selon mon approche. Et quand la femme guérit, elle a envie d'être en connexion avec son partenaire, parce qu'au final, c'est ce qu'elle veut, elle, en tout cas son désir le plus profond, c'est d'arriver à pouvoir faire l'amour quand elle a envie, à volonté, de fusionner avec la personne qu'elle aime. On voit qu'en sexualité, quand l'un des partenaires est dans une évolution, mais ça amène à une dynamique d'évolution à 2.
Et donc si la femme fait un parcours, évidemment l'homme doit faire un parcours aussi, qui est le sien, mais en tant que ressource, et ça va l'appeler aussi à se re-questionner sur sa sexualité et sur le rapport dans la dynamique. Évidemment, on conseille à chacun de considérer qu'on a d'abord une sexualité à soi, individuelle, d'apprendre à se découvrir à l'âge qui nous convient le mieux en individuel pour mieux se connaître et savourer davantage la relation à deux. Mais parfois, on fait la relation déjà à deux et on est déjà marié et le vaginisme est présent et on souhaite travailler à deux. Et donc l'effet dynamique de couple est vraiment important. Dans n'importe quel sujet, que ce soit le vaginisme ou un autre en sexualité, c'est un parcours qui est à deux. Et tu faisais la mention d'une expérience un peu cocasse d'une femme qui avait acheté des sextoys et puis le partenaire lui avait quelque part dérobé ou mis de côté. Enfin voilà, il y a des enjeux derrière. Je ne sais pas si tu en connais les raisons. Ça peut être jalousie ou déstabilisé ou ça le choque dans ses normes, dans ses valeurs, dans sa représentation de la vérité, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est marrant, la femme évolue et puis parfois l'homme, plutôt que d'être une ressource, va le prendre personnellement, va être déstabilisé et quelque part freiner le processus. Et donc la femme rentre dans une dynamique alors à ce moment-là encore plus compliquée, quoi. Tout à fait. Et d'ailleurs, je trouve ce qui est beau dans le parcours, dans le processus de guérison du vaginisme, c'est quand les deux partenaires sont vraiment dans cette dynamique de grandir. Et du coup, le vaginisme devient comme un tremplin vers l'évolution du couple. Et ça, pour moi, c'est vraiment une expérience magnifique d'utiliser, entre guillemets, le vaginisme comme une porte d'accès à d'autres choses, des nouvelles réalités à explorer ensemble. Et ça, c'est vraiment génial quand le couple arrive à le voir comme ça, avoir cette conscience que... Et si ce vaginisme était justement là pour nous permettre de grandir, de comprendre des choses, d'explorer, de mieux nous connaître, de travailler sur d'autres plans. Mais j'avoue que dans certains cas, le vaginisme peut aussi être là comme un mur, malheureusement. Et du coup, l'homme qui se sent en danger, qui n'est pas vraiment dans la même dynamique d'évolution, qui peut voir sa femme se transformer, être de plus en plus puissante parce qu'elle découvre des choses, et que ça peut lui faire peur. Alors moi, ce que je dis souvent aux femmes qui, des fois, reconnectent à leur puissance dans le processus de guérison, c'est aussi de vraiment voir ça comme si elles étaient initiatrices de quelque chose. Donc, d'inviter l'autre. Après, c'est une invitation que le partenaire peut accepter ou refuser. Mais j'ai eu des cas où c'était vraiment beau, où l'homme a accepté l'invitation et ça leur a permis tous les deux de grandir, d'évoluer, de s'ouvrir à d'autres choses. Et je trouve ça magnifique. Juste un mot aux auditeurs. Moi, je vois le visage de Mam qui s'éclaire à chaque fois qu'elle parle de dynamique positive, d'entraide dans le couple, quand l'un et l'autre peuvent être dans un échange de réciprocité positive. Quelque part, on est là pour rendre la vie de l'autre plus belle encore, et qu'on est l'allié que l'autre nous a choisi pour faire ce parcours beau à deux et d'aller dans nos difficultés et de grandir ensemble. Et chaque fois que tu mentionnais les exemples de tes patientes, enfin j'aime pas le mot patiente, mais voilà, des personnes que tu accompagnes qui ont eu des belles expériences de couple, ton visage, c'était un soleil, tu avais un sourire incroyable, les yeux brillaient. C'était beau, on le voit pas au micro, mais à mon avis, ça s'entend dans la voix. Mam, là, tu viens de parler de guérison et de processus de guérison. Quel est ce processus? Je suis partie de mon expérience personnelle. Donc, quand j'ai eu le vaginisme, j'ai été, comme tout le monde, consulter les gynécologues, mon médecin principalement, qui m'a parlé du vaginisme. Et du coup, moi, j'avoue que je trouvais pas forcément de réponse qui me parlait. Parce qu'au début, ce que j'avais comme réponse, c'était un problème mécanique, il faut mettre des gélules, du lubrifiant, qu'il faut se détendre, que c'est dans ma tête, etc. Et tout ça ne m'a pas vraiment aidée. Au contraire, ça m'a même plongée encore plus dans des remises en question. Et après, j'ai pu, par la magie de la vie, qui nous apporte plein de cadeaux, faire des rencontres. Et ce sont ces personnes-là dont un sexothérapeute, une sophrologue, une énergicienne, et aussi une sage-femme qui a été vraiment super douce. Toutes ces personnes m'ont aidée. Et donc moi, ce que j'ai fait pendant mon parcours, c'est que j'avais tout documenté. J'avais plein de carnets où je notais tout ce que je vivais, tout ce qui s'est passé dans mon parcours. Et après ma guérison, j'ai tout rassemblé. Et il y a eu comme une méthode des étapes de guérison que j'avais envie de proposer aux femmes que j'accompagne. Donc elle est en 5 étapes. Donc la première étape pour moi qui est fondamentale, c'est de travailler sur l'état d'esprit de la personne. C'est vraiment de lui donner confiance, foi au fait qu'elle est capable de guérir et que la guérison est à sa portée. Moi, j'aurais aimé qu'on me dise ça au début que le vaginisme, ça se guérit, t'inquiète pas, et ça, on me l'a pas dit. Donc moi, j'ai l'impression que ça allait durer 15 ans, cette histoire. Donc moi, avec mes patientes, je les aide par rapport à ça. La deuxième étape, toute une question aussi autour de la connaissance du corps. Et là, un exercice pratique que je demande, c'est l'exercice du miroir. Donc aller se regarder ses parties intimes avec un petit miroir et juste être dans une démarche de qu'est-ce que je vois,
de se reconnecter en fait à ces parties intimes pour se les réapproprier. La troisième étape, c'est tout ce qui va avoir un lien avec les croyances limitantes, tout ce qu'on a reçu au niveau de l'éducation. Quatrième étape, on va travailler les blessures du passé, les traumas. Et enfin, la cinquième étape, c'est autour de la reconnexion à soi et la confiance en soi. Donc, c'est vraiment un schéma un peu des étapes et comme un chemin initiatique qui permet d'arriver à la guérison. Ces étapes sont importantes, mais pour moi, aujourd'hui, le plus important, c'est de vraiment créer un espace de libération de la parole autour de cette thématique. Parce que ces femmes, en fait, ce qu'elles ont aussi besoin de savoir, c'est de juste en parler librement avec des femmes qui les comprennent, où elles ne se sentent pas bizarres ou anormales, et juste de pouvoir en parler, voilà, et d'avoir des retours d'autres femmes qui l'ont vécu, qui en sont guéries, pour leur montrer une voie que c'est possible. Et pour moi, c'était fondamental de trouver un espace où je pouvais rencontrer d'autres personnes pour en parler. Merci, Mam. Ça nous amène au début du podcast, quand tu nous parlais que ton intention, c'était d'éveiller l'espoir et de permettre aux gens d'y croire et de se dire que c'est tout à fait possible. Et qu'en créant ces espaces de parole, eh bien, en fait, on sort du tabou, on sort aussi du mutisme, de la honte, de toutes ces complications qui finalement pourrissent la vie de la personne parce qu'en fait, ça a des impacts dans la confiance en soi et dans tout ce que la personne va faire dans la vie et surtout dans ses relations. Donc, elle démarre déjà dans la vie en sortant de chez elle avec une tonne de difficultés et de dévalorisation. Se sentir simplement bien, se sentir femme, c'est tellement important. Donc, merci. Je t'en prie. Créons ces espaces de parole ensemble. C'est libérateur. Alors, à cet effet, je lance un appel, une invitation de soutenir tout le travail d'Olivier du Love Health Center, qui est aussi un espace de liberté, de parole, où on peut pouvoir parler du vaginisme et de trouver des clés, des résonances. Donc, si vous avez envie de soutenir ce travail, je vous invite à donner. Ça peut être 4 € par mois, 5, 10, selon ce que votre cœur vous dit. Donc, nous, on se retrouve dans le prochain épisode, le 31e épisode, pour la suite. Il y a tellement de belles choses à partager. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Entre nous. Entre nous, Le podcast pour parler de sexualité. par vous, Avec vous. pour vous.